Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Toutes mes excuses pour ce retard, hein. On va essayer de rattraper ça. Alors, je vais, comme à chaque fois, récapituler là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, contrairement à ce que je vous avais annoncé, je n'ai pas mis de cours en ligne pour remplacer le cours de la semaine dernière où j'étais absent, parce que j'ai repensé à une autre solution que j'ai expérimenté l'année dernière et qui est meilleure, c'est qu'en fait, on va faire un cours de révision au mois de janvier en ligne. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus, comme il y a quand même une coupure assez longue entre la fin des cours au mois de décembre et puis l'examen qui a lieu début janvier. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est début janvier. On fera dans la première semaine de janvier, juste au début de la rentrée, le lundi ou le mardi, un soir, hein, par exemple je sais pas, à 19h, une séance par Zoom où je récapitulerai vraiment rapidement l'ensemble du cours et je répondrai à toutes vos questions. Ça vous permettra de réviser à cette occasion-là. Et je sais que les années précédentes, les étudiants avaient apprécié cette façon de procéder. Donc, le cours de la semaine dernière, il sera rattrapé début janvier, hein, par un cours en ligne. Enfin, un cours en ligne, mais cette fois que j'enregistrerai, mais qui sera auquel vous pourrez participer en direct, bien sûr. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, je rappelle d'abord, comme je le fais, hein, là où nous nous sommes arrêtés. Donc, nous sommes toujours en train de réfléchir à la notion d'unité lexicale, puisqu'on est dans le chapitre sur la sémantique lexicale. Et je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit des rapports entre signe, pensée et monde. Je reprends simplement à cet endroit sur les composants ou les composantes de l'unité lexicale. Hein, on a vu, donc j'avais bien insisté sur la distinction entre le signifiant et la réalisation matérielle du signifiant, la distinction entre signifié, référent et concept. Ça, c'est vraiment quelque chose il faut vraiment que ce soit clair pour vous, cette distinction entre signifié qui dépend des langues et qui est lié à la théorie de la valeur saussurienne. Le référent, c'est l'objet du monde auquel on renvoie, mais du monde réel ou d'un monde éventuellement imaginaire. Et puis le concept, c'est indépendant des langues, ça n'a pas de partie du discours. Hein, voilà. Donc, j'espère au moins que la présentation que je vous ai proposée de cette distinction entre signifié, référent et concept est assez claire. Hein. Il y aurait, évidemment, on pourrait approfondir en particulier sur la notion ou sur le concept de concept, si on veut. Il y aurait bien d'autres choses à dire d'un point de vue à la fois philosophique et linguistique. Mais disons que je le prends dans un sens un peu psychologique de catégorie, au sens de la catégorisation dont on a parlé aussi et sur laquelle je vais revenir. On avait parlé aussi du fait que d'une langue à l'autre, il n'y a pas les mêmes... enfin, disons, il y a des variations dans la sémiotisation des concepts, ce qui fait que dans certaines langues, il n'y a pas de mots pour certains concepts, mais en réalité, cela ne nous empêche pas de conceptualiser ce que ça change. Et j'avais pris l'exemple de féminicide, qui a d'ailleurs une triste actualité avec les procès en cours là, de l'affaire Pellico. Bien que là, il ne s'agisse pas du tout de féminicide, mais de violence de manière générale. Enfin bref, passons, je ne suis pas là pour commenter l'actualité. J'avais pris l'exemple de féminicide pour essayer de vous faire un peu sentir, mais ce serait il faudrait beaucoup plus de temps et ce serait beaucoup plus compliqué d'entrer dans le détail de ce que ça fait d'introduire un mot nouveau dans une société. Enfin, ce que ça peut faire aux personnes qui vivent dans une société que tout d'un coup on se mette à utiliser un mot qu'on n'utilisait pas auparavant. Hein. En quoi ça change les représentations générales? Vous voyez, ça c'est le point peut-être le plus intéressant, mais évidemment le plus délicat à traiter. Ce qui est à peu près certain, c'est que ça ne laisse pas indifférent les représentations mentales des personnes dans une société. C'est-à-dire que quand un mot nouveau s'impose dans un groupe social, hein, que ce soit un pays entier ou que ce soit un sous-groupe social à l'intérieur d'un pays, eh bien, ça change quelque chose aux représentations des personnes qui appartiennent à ce groupe.
Alors, savoir jusqu'à quel degré, qu'est-ce que ça change précisément, etc., tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça change quelque chose. Donc, ce ne sont pas juste des mots. Hein. Les mots agissent sur nos esprits. Hein. Bon, ça, bien sûr qu'on s'en doute, mais là, je ne parle pas des discours qui peuvent agir sur nos esprits, hein, c'est-à-dire de la façon d'argumenter, de présenter les choses, etc. Là, je parle simplement d'un mot, de l'utilisation d'un mot, de la création, de la sémiotisation d'un certain concept. Alors, ça nous a amené au triangle sémiotique où on revoit ces notions de signifié, concept et référent. Hein. C'est via les signifiés qu'on peut accéder au concept. Donc, c'est-à-dire si on accède au concept à partir des mots d'une langue. Ensuite, j'avais introduit la notion de dénomination et la distinction importante entre dénomination et désignation. Hein, vous vous souvenez, dénomination ophtalmologiste, désignation médecin spécialiste des yeux. Distinction importante parce que la dénomination, c'est une unité lexicale codée qu'on doit apprendre, etc. Hein. La désignation, là, c'est déjà de la syntaxe, on combine avec des unités plus petites. Alors, ensuite, on avait passé le reste de la séance à travailler sur la notion de catégorisation. Donc, vous voyez le lien. Hein. Catégorisation, on pourrait le nommer, parce que parce que j'ai adopté, je le répète, une conception psychologique du concept qui est l'une des façons possibles d'envisager le concept. Il y en a évidemment d'autres, hein, mais dans une conception psychologique du concept, le concept équivaut à la catégorie finalement. Hein. Et quand on parle de catégorisation, on pourrait aussi bien parler de conceptualisation dans ce sens-là, dans ce sens un peu particulier de concept. Mais on parle plutôt de catégorie, de catégorisation. Donc, au fond, les mots, et en particulier leurs signifiés, les unités lexicales, via leur signifié, nous conduisent à percevoir et à utiliser des catégories. Et ça, c'est un processus, la catégorisation. Hein. Catégorisation, on peut l'entendre dans les deux sens. Soit je mets quelque chose dans une catégorie, en le nommant d'une certaine façon, soit j'accède à une catégorie à partir du nom qu'on me donne de quelque chose. Bien. Alors, on avait vu qu'il y avait deux modèles possibles pour aborder la question de la catégorisation. Le modèle classique ou aristotélicien des conditions nécessaires et suffisantes, où on part vraiment des propriétés caractéristiques d'une classe ou d'une catégorie, et on vérifie si l'objet sur lequel on s'interroge possède ou non ces propriétés. Donc si l'objet possède les propriétés, il fait partie de la catégorie. S'il ne les possède pas, il ne fait pas partie de la catégorie. On avait vu ça avec l'oiseau. Alors j'avais remarqué bien sûr que ce type de catégorisation, c'est indispensable dans l'investigation scientifique, hein, où on a besoin de définitions explicites, etc. Cette façon de catégoriser, elle est liée à la notion de définition, en fait. On voit bien, hein, la définition, elle a des frontières. Hein, il y a une idée de frontière dans la définition. Et il y a des frontières très nettes dans la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Mais on avait vu que dans la catégorisation naturelle, spontanée de l'être humain, la catégorisation est beaucoup plus souple en réalité. Les frontières des catégories ne sont pas très nettes et on a une conception, disons, enfin, pour appréhender cette façon de catégoriser, une sémantique du prototype, une théorie du prototype est beaucoup plus efficace qu'une théorie des conditions nécessaires et suffisantes. Avec ces deux idées que d'une part il y a un prototype des catégories et d'autre part il y a une hiérarchie, il n'y a pas d'équivalence dans la hiérarchie des catégorielles. Donc pour la question du prototype, j'avais illustré classiquement avec l'oiseau, hein, il y a des oiseaux qui sont plus prototypiques que d'autres dans telle ou telle culture, là. Chez nous, le moineau, le pigeon, le corbeau seraient peut-être des oiseaux très prototypiques, hein, alors que l'autruche, alors
là, j'avais commis une petite erreur. Un étudiant m'a signalé que ici, c'est penguin, mais c'est le manchot en réalité. Bon. Donc, bon, le manchot ou l'autruche ne volent pas, ce qui n'est pas du tout un critère dans la classification zoologique, entendons-nous bien. Hein, je veux dire, il n'y a pas de doute du point de vue d'un scientifique. Ce sont bien des oiseaux au même titre que les autres, puisqu'ils sont vertébrés à plumes. Mais du point de vue de notre catégorisation spontanée et naturelle, des oiseaux qui ne volent pas sont moins oiseaux que des oiseaux qui sont petits et qui volent. Hein. Un oiseau comme l'autruche a aussi cette propriété d'être un gros animal, et les oiseaux, nous les percevons plutôt spontanément. Enfin, le prototype de l'oiseau, pour nous, c'est plutôt un petit animal et qui vole. Donc caractériser, si je dis l'oiseau est un petit animal qui vole, je donne une définition qui ne correspond absolument pas à la définition zoologique, mais je caractérise bien mieux le prototype qui correspond à la catégorisation spontanée que nous faisons en tant qu'être humain, et même le zoologiste, hein, d'une certaine façon, quand il arrête de travailler dans son domaine scientifique, il perçoit comme n'importe quel autre être humain, et plus spontanément les oiseaux comme étant plutôt des petits animaux qui volent. Bien, donc tout cela pour bien montrer la différence entre ces deux types de catégorisation. On avait vu l'exemple aussi des chaises et des sièges. Et la deuxième idée fondamentale de la sémantique du prototype, on avait vu, c'était cette idée d'une absence d'équivalence dans la hiérarchie des catégories. Vous vous souvenez, dans la hiérarchie des catégories, on avait vu que il peut y avoir des catégories extrêmement générales et des catégories extrêmement précises. Et au fond, un même référent, j'avais pris l'exemple d'un chien hein, qu'on voit dans la rue. Bon, ce chien dans la rue, je peux dire c'est un chien, d'accord, mais je pourrais le caractériser en utilisant une catégorie soit beaucoup plus grande, soit beaucoup plus petite. Le même référent, ce même chien précis là, qui est devant moi, je pourrais le nommer animal, mammifère, être vivant, etc. Donc avec des catégories très très générales, mais je pourrais dire que c'est un caniche nain à poil ras, donc quelque chose de très très spécifique, une sous-catégorie de chien. Hein. Bon, donc a priori, d'un point de vue strictement logique, il n'y a absolument aucune raison de préférer d'inclure l'objet considéré dans une catégorie plutôt que l'autre. Puisqu'en fait, toutes ces catégories sont dans des relations d'inclusion réciproque. Donc, quand je prends quand je nomme un référent à partir d'une catégorie, cette catégorie, quelle qu'elle soit, elle a toujours des catégories. Imaginez les catégories comme des ensembles. Hein. Eh bien, cette catégorie, quelle qu'elle soit, elle a obligatoirement des sous-ensembles et elle a aussi des ensembles plus grands dans lesquels elle s'inscrit. Donc ça veut dire que ce même objet, je pourrais le désigner d'un point de vue strictement logique à partir de noms, d'unités lexicales correspondant à n'importe quel niveau des catégories. Mais là aussi, quand on passe d'un point de vue, alors cette fois-ci non plus scientifique jusqu'à un point de vue un peu naturel, mais du point de vue logique à un point de vue, disons, humain, ces niveaux ne sont pas équivalents. Hein. Les expériences psychologiques en psychologie cognitive ont permis de montrer qu'il y a des niveaux préférés de dénomination. Le niveau préféré de dénomination, c'est ce qu'on appelle le niveau de base. Hein. Donc, si je vous avais dit, hein, le test c'est facile à imaginer. Vous montrez des images à des gens, hein, par exemple des images de chiens, de certains fruits, de n'importe quoi, de meubles, etc. Eh bien, dans une épreuve comme celle-ci de dénomination d'images, et ça c'est une expérience qui a été maintes fois répliquée, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait eu des contestations de cela. Après, il faut voir dans les détails, il y a peut-être des cas particuliers, mais quand on montre par exemple donc, une image d'un chat à quelqu'un,
il va dire chat, il ne va pas dire animal, il va pas dire, si on lui demande qu'est-ce que c'est, il va dire c'est un chat, d'une manière statistiquement très très significative. Il ne va pas dire c'est par exemple un siamois, un chat siamois, il ne va pas donner une sous-catégorie, ni une catégorie plus grande, il ne va pas dire c'est un vertébré, c'est un animal, c'est un être vivant, enfin voilà. Spontanément, il dira c'est un chat. Si on lui montre une banane, il ne va pas dire c'est un fruit, il va dire c'est une banane. Il ne va pas dire non plus c'est une banane de telle sorte. Voilà, bon, les sous-catégories de bananes, c'est déjà un peu plus compliqué. Bref, vous avez compris l'idée. Quand on utilise spontanément dans les situations de dénomination, on utilise spontanément le niveau de base, et on utilise les niveaux au-dessus ou au-dessous que dans des situations particulières où on en a besoin. On ne peut pas tellement faire autrement. Par exemple, dans les textes écrits, souvent on évite les répétitions, donc on va faire une anaphore avec un nom plus général. C'est-à-dire on va dire le chien machin a fait ci, ça, et un peu après, on peut dire il, mais on peut dire cet animal, etc. Donc on reprend avec un mot un peu plus général, c'est un type particulier d'anaphore qui est bien décrit, bien connu des linguistes. Ça c'est un exemple de situation pour décrire, enfin pour avoir, pour donner un cas où on va utiliser un terme plus général que le terme de base. Et puis il y a des cas où on a besoin de donner un terme plus précis. Alors par exemple, je vous avais montré, mais je ne vais pas le reprendre ici, un article dans lequel une linguiste explique que si j'ai une histoire avec deux chiens, je suis obligé de dire le teckel, le labrador. Je ne peux pas dire le chien a fait ci. Mais c'est parce que j'ai deux chiens. Donc je suis obligé de les distinguer d'une certaine façon. Voilà. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une découverte, encore une fois, qui date des années 70. Là, il y a eu un progrès dans les années 70 en psychologie cognitive sur ces questions-là, assez gigantesques, avec des notions qui sont toujours utilisées maintenant et qu'on n'utilisait pas auparavant, et qui restent tout à fait utiles, intéressantes, et en particulier, vous voyez, pour l'apprentissage, pour les professeurs des écoles, tout ça, savoir ce genre de choses, c'est important. Ce n'est pas la même chose d'enseigner à des enfants des noms généraux et des noms correspondant au niveau de base. Bon, bref. Mais encore une fois, là, je reste très général. On pourrait approfondir un peu toutes ces notions. Donc, je m'étais arrêté sur cette récapitulation des différentes caractéristiques de la sémantique du prototype, et je passe maintenant donc après un petit bilan où je rappelle que la catégorisation est une opération fondamentale. On avait vu qu'elle entrave l'accès à la singularité, puisqu'on ne peut pas ne pas catégoriser. Donc tout ce qu'on perçoit, on le perçoit comme, la plupart du temps, comme des exemplaires d'une catégorie générale, des exemplaires quelconques d'une catégorie générale. Il y a quand même, je trouve, si vous voulez, une question intéressante là, mais que je ne vais pas développer, sur le fait que, vous voyez, quand on parle d'indexicalité, quand on dit qu'on vise quelque chose de très singulier, quand je dis ce chat, cet ordinateur, cette chaise, je montre une chaise précise. Mais en réalité, même pour moi ou pour ceux à qui je dis cette chaise ou cet ordinateur, bien qu'elle soit au fond unique, cette chaise que je montre, parce que, bon, voilà, même si les chaises sont fabriquées, vous voyez, ça c'est aussi quand on commence à entrer dans les détails, des chaises, elles peuvent être fabriquées à la chaîne dans une usine, mais alors est-ce que déjà en sortant, elles ont peut-être certaines ont des petits défauts, tout ça, mais après, dans le vécu d'une chaise, elle peut être rayée, il peut y avoir des graffitis dessus, etc. Donc au fond, chaque chaise, au bout d'un moment de vie, acquiert une singularité. Il y a ce lien comme ça entre quelque chose qui existe pendant un certain temps et qui prend une singularité. Bon, là, on entre dans des considérations un peu plus philosophiques.
que linguistique. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que en dépit de cette singularité, encore une fois, du point de vue de l'être humain, en dépit de cette singularité théoriquement absolue, nous ne percevons pas la chaise comme quelque chose, nous la percevons comme un exemplaire quelconque de la catégorie chaise. Voilà. Éventuellement, si on est dans un contexte spécial, ça peut être un exemplaire quelconque d'une sous-catégorie de chaises. Par exemple, je ne sais pas moi, des chaises de bureau, si vous voulez acheter une chaise de bureau, ben, on va vous en montrer plein et vous allez en choisir une, ça va être, mais ça revient exactement au même. Hein. Donc il y a cette espèce de tension entre le fait qu'on réfère toujours à des singularités, donc c'est ça le concept d'indexicalité, hein. Quand on dit qu'on réfère à quelque chose, on réfère à des entités totalement uniques d'une certaine façon, hein. Ce que les philosophes appellent, alors dans un sens totalement différent du sens en rhétorique, des tropes parfois. Hein. Les tropes en philosophie, c'est comme ça des singularités pures. Hein. Mais ces singularités pures, si elles peuvent avoir un statut dans une ontologie, si elles peuvent avoir un statut logique, etc., on peut douter de leur pertinence du point de vue psychologique. Hein. C'est-à-dire que nous, les tropes, on ne les perçoit pas, on perçoit plutôt des exemplaires quelconques de catégories, à mon avis. Bref, en tout cas, c'est cela que je veux dire en disant que la catégorisation entrave l'accès à la singularité, parce que on ne peut pas faire autrement que voir les choses comme des exemplaires quelconques de catégories. Et pour sortir et pour retrouver la singularité de quelque chose, il y a des situations particulières. J'avais donné l'exemple de l'œuvre d'art, par exemple. Bon, après, c'est aussi un point de vue sur les choses, hein, qui peut aller vers la singularité ou aller vers le membre quelconque de la catégorie. Hein. Donc, vous voyez, c'est une tension. Bref, un point de détail qui vous concernera plus si vous allez en master et que vous en master de sciences du langage et que vous approfondissez la notion d'analogie, on peut considérer la catégorisation comme un cas particulier d'analogie, hein, parce que l'analogie, c'est un processus extrêmement fondamental, processus cognitif tout à fait fondamental chez les êtres vivants, mais en particulier chez les êtres humains, qui sont une espèce réputée pour avoir des capacités analogiques très très grandes, hein, de percevoir des similarités. C'est ça, l'analogie, c'est percevoir des similarités entre des choses et faire quelque chose à partir de ces similarités. Et cette chose qu'on fait à partir des similarités, c'est une sorte d'identification. Bref, la catégorisation, elle est bien basée sur des choses qui se ressemblent. Hein. Vous voyez, la théorie du prototype, elle est fondée sur l'idée qu'on catégorise en fonction du degré de similarité avec le prototype. Et donc, on peut considérer que la catégorisation est un cas particulier de l'analogie. C'est pour ça qu'on peut parler de fonction catégorisatrice de l'analogie. Et puis, je termine avec cette citation de Lakoff. Je termine ce petit bilan sur la catégorisation. Cette citation de George Lakoff, qui est un des auteurs qui a été le premier à utiliser les travaux d'Eleanor Rosch en linguistique. Enfin, je dis un des premiers, hein, pas le seul, et qui a publié ce livre « Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal About the Mind », qui est vraiment le livre de point de départ sur la question de la catégorisation en linguistique. Hein. Alors le titre peut vous paraître un peu... Donc c'est un livre important, hein, dans l'histoire de la question de la catégorisation en linguistique. Le titre, j'en dis deux mots rapidement, hein, « Women, Fire and Dangerous Things ». Donc c'est un très bon titre, hein, qui est accrocheur parce qu'il est un peu énigmatique. Qu'est-ce qu'ont à voir les femmes avec le feu et les choses dangereuses? Bon, c'est parce qu'il y a une langue de je ne sais plus quelle région du monde, je ne me souviens plus, qui a une catégorie pour toutes sortes de... Il y a une catégorie générale dans laquelle il y a effectivement les femmes, le feu, les choses dangereuses, certains petits animaux, enfin, bon, une catégorie qui nous paraît très bizarre, mais qui est sans doute justifiée d'un point de vue culturel, etc. Donc ça montre un peu la relativité des catégories selon les cultures et les langues. Voilà, sur la catégorisation. Alors maintenant, je passe au point suivant, qui est aussi, et vous vous souvenez, on l'a vu quand on a comparé les manuels relatifs à la sémantique, il
il n'y a pas un seul manuel qui fasse un seul manuel de sémantique qui fasse l'impasse sur la question de la polysémie. Hein. Donc, on aborde la question de la polysémie. Alors, je l'introduis à partir de ces quelques exemples. Vous voyez, on compare deux séries d'exemples, enfin 3 d'ailleurs. Être défendu par un avocat, manger un avocat, manger une pêche, se fendre la pêche. Alors, se fendre à la pêche pour les étudiants ou étudiantes étrangères, ça veut dire rire à gorge déployée, rire très fort, etc. Avec l'idée de la pêche, c'est une métaphore de la tête qui s'ouvre quand on rit. Aller à la pêche, un bouton de rose, un bouton de fièvre, recoudre un bouton de sonnerie, un bouton de porte. Bien. Alors, dans tous ces cas, hein, que ce soit pour le mot avocat, pour le mot pêche, pour le mot bouton, on a une situation qui a l'air d'être similaire, c'est-à-dire un même signifiant, pour des signifiés différents. Le signifiant avocat signifie, dans la première phrase, être défendu par un avocat homme de loi, hein, et manger un avocat, c'est un fruit, le fruit l'avocat. Manger une pêche, c'est le fruit. Aller à la pêche, c'est pêcher les poissons. Donc le même mot pêche, ici, et puis se fendre la pêche, c'est encore autre chose, le même mot pêche a des significations totalement différentes. Dans bouton, un bouton de rose, un bouton de fièvre, recoudre un bouton, hein, vous voyez, un bouton de fièvre et un bouton de vêtement, c'est un même mot pour des choses complètement différentes. D'accord? Donc, apparemment, quelqu'un qui regarderait tout cela de manière superficielle pourrait dire, ben, on a un seul et même phénomène ici, le cas où un même signifiant renvoie à plusieurs signifiés. D'accord? Alors seulement, en fait, il y a 2 situations complètement distinctes en réalité, hein, entre la première colonne à gauche avec avocat et pêche et la deuxième colonne à droite avec bouton. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde un peu plus précisément les significations. Pour avocat, donc, vous avez fruit et homme de loi, et vous avez beau essayer, vous aurez beau essayer autant que vous voudrez, c'est impossible de trouver un lien sémantique, un lien de sens entre ces 2 significations. Je veux dire, quel rapport entre le fruit et l'homme de loi? Absolument aucun. Donc là, c'est clair, les 2 sens sont complètement disjoints. Pour pêche, bon, le signifié de se fendre la pêche, tout ça, ou pêche renvoie à tête, c'est métaphorique. Bon, on va le laisser de côté parce que ça complique inutilement les choses. Je n'aurais pas dû le laisser. Mais raisonnons seulement sur le sens fruit, manger une pêche, et sur l'action de pêcher. Quel rapport entre le fruit, la pêche, et l'action de pêcher les poissons? Là encore, absolument aucun. Donc, dans ces 2 cas, pour avocat et pour pêche, quand les signifiés sont complètement disjoints, qu'on n'a aucune relation entre les deux, on parle d'homonymie. On a certes un même signifiant pour plusieurs signifiés, mais si les signifiés sont sans lien entre eux, il y a une homonymie. Alors que dans le cas de bouton, que ce soit le bouton de rose, le bouton de fièvre, le bouton pour ouvrir pour les vêtements, le bouton de vêtements, le bouton électrique, le bouton de porte, bon, ça se dit moins hein, aujourd'hui, un bouton de porte. C'est une expression, une acception un peu ancienne. Hein. On dit aujourd'hui une poignée de porte, hein, pas un bouton de porte, mais il faut imaginer que peut-être les poignées de porte étaient différentes autrefois. Je ne suis pas allé chercher, j'aurais pu vous montrer des images de cela, mais peu importe. Vous voyez que dans tous les cas, en réalité, on a l'idée d'avoir une petite boule. Alors, évidemment, petit, c'est relatif. Hein. Le bouton de rose, c'est une petite boule par rapport à la fleur. Bon, le bouton de fièvre, heureusement, il n'est pas aussi gros que le bouton de fleur, mais c'est aussi comme une petite boule. Hein, vous voyez, une petite chose un peu circulaire, et on a ça qui est valable. Alors le bouton, il faut imaginer une période où les boutons étaient des petites boules et pas des choses plutôt plates comme on a aujourd'hui. Hein. Je pense que dans
les vêtements anciens, ça devait être le cas. Même chose pour les circuits électriques. Hein, les anciens interrupteurs étaient en forme avec un petit bouton au bout de l'interrupteur. Et encore une fois, les boutons de porte étaient sans doute des petites boules qu'on tournait pour ouvrir la porte. Bien. Donc dans ces cas, dans un cas comme celui-ci, on a une relation, hein, d'analogie entre... on a une ressemblance, si vous voulez, pour le dire d'abord d'une manière approximative, on a une ressemblance de sens, on a quelque chose d'un peu proche chaque fois. Et cette proximité, vous voyez, on retrouve encore la notion d'analogie. Là, c'est une analogie au fond de forme. Hein. Dans tous les cas, on a quelque chose qui est une petite pièce circulaire, si vous voulez, une petite pièce en forme de boule. Bon. Alors, on a donc clairement, dans les cas les plus clairs, on a l'homonymie où un seul signifiant correspond à deux signifiés complètement disjoints, et la polysémie où on a certes un signifiant pour deux signifiés, mais ces signifiés ont une intersection, ont une relation entre eux. Il y a des sèmes en commun, si vous voulez, si on veut le formuler en termes d'analyse sémique. Alors, petite précision sur la notion d'homonyme. En fait, il y a trois types d'homonymes. L'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple le plus clair, où il y a une disjonction complète, un signifiant oral et graphique pour plusieurs signifiés disjoints. D'accord ? Mais c'est le signifiant à l'oral et à l'écrit, dans les deux, qui est unique. D'accord ? Alors que dans les deux autres cas, donc ça c'est le cas des homonymes tout court ou bien des homonymes homophones, homographes si on veut être précis. Mais vous avez le cas des homonymes homophones non homographes. Bon, par exemple, un conte qu'on raconte, une histoire, etc. Un conte comme un conte bancaire et un conte comme un duc, au sens donc, dans ce sens-là. Bon, dans ce cas-là, vous avez le même son, mais pas la même graphie. Donc, c'est le signifiant oral qui est commun pour plusieurs signifiés disjoints. Donc ça, évidemment, ça ne pose pas du tout le même genre de problème que pêche ou avocat, parce qu'on voit clairement qu'on a des mots différents. Hein. Ça pose, ce genre de cas, les homonymes homophones non homographes, ça pose juste des problèmes d'orthographe, en réalité. Hein. C'est le seul intérêt de cette catégorie. Et puis là, il y a le cas très spécial, hein, des homonymes homographes non homophones. Donc, exemple, cet homme est fier, mais peut-on s'y fier? Donc, vous voyez, vous avez du point de vue graphique exactement la même chose, F-I-E-R. Hein, nous éditions de belles éditions, hein, même chose, vous avez exactement le même mot du point de vue graphique, mais ces deux mots ne se prononcent pas de la même façon, donc on a une disjonction là, juste du point de vue oral. Et on a une identité uniquement du point de vue graphique. Donc ça pose des problèmes, à la limite, pour la lecture, si on veut. Hein, pour la lecture, quand on apprend le français, qu'on est non francophone natif et qu'on apprend le français, ça peut poser effectivement des problèmes de lecture. Mais le cas intéressant du point de vue linguistique, dans la relation avec la polysémie, c'est évidemment le cas des homonymes homophones homographes. Alors, maintenant, quand on regarde un peu plus dans le détail, bon, comment se fait-il qu'il y a ces deux cas dans les langues, des homonymes et des cas de polysémie, de l'homonymie et de la polysémie? L'homonymie, c'est simple. En fait, c'est juste le résultat totalement aléatoire de l'évolution phonétique des mots. C'est-à-dire qu'on a des mots qui ont des étymologies complètement différentes. Vous voyez, la pêche, le fruit, vient du bas latin persica, la pêche, et persica lui-même
vient, donc le bas latin, hein, c'est-à-dire latin tardif, si on veut, le bas latin persica lui-même vient de malum persicum, d'accord, fruit de Perse. Hein. Donc, pêche, au sens de fruit, c'est une déformation de Perse, fruit de Perse. Alors, une déformation pour des raisons totalement, enfin des raisons de mécanique phonétique, si vous voulez. Hein. Bon, on n'a pas le temps d'aborder cela dans ce cours, de toute façon, ce n'est pas du tout l'objet, mais vous savez que depuis l'évolution des mots du latin au français a fait en sorte qu'il y a eu une sorte d'érosion, des déformations diverses qui ont touché des ensembles complets de mots parfois. Hein. Bon, bref, donc ça c'est l'évolution mécanique. Et puis, il se trouve qu'on est arrivé via l'évolution phonétique en partant de malum persicum et de persica, on est arrivé de persica à pêche, du bas latin persica à pêche en français. Et la pêche, au sens de l'action de pêcher, vient, lui, d'un tout autre mot latin, piscare, hein, qui vient, lui, de piscis, poisson, hein, qui est un dérivé de piscis, poisson, et qui, pour des raisons, encore une fois, d'évolution phonétique, a abouti à pêcher. Donc, les deux mots ont fini par se prononcer de la même façon, mais ils ont des origines totalement différentes et gardent des sens totalement différents. Même chose pour avocat. Hein, avocat, vous avez l'avocat homme de loi vient de advocatus, qui est un nom dérivé de advocare, donc advocatus, qui signifiait déjà avocat en latin. Hein. Tandis que l'avocat, le fruit, c'est un emprunt à l'espagnol via, en fait, une langue de l'Amérique du Sud, le nahuatl, hein, qui, en fait, avait un mot que je ne me risquerai pas à prononcer pour avocat. D'accord ? Donc, encore une fois, une étymologie complètement différente. Alors que dans le cas de la polysémie, on a une seule source étymologique. Tous les sens de bouton viennent de la même étymologie, c'est-à-dire d'un nom dérivé par une suffixation au fond assez ancienne, qui est plus tellement vivante aujourd'hui, hein, la suffixation en on à partir du verbe bouter. Alors, le sens de base de bouton, c'est le bourgeon, hein, c'est le bouton de fleur. Et vous voyez, là, le TLFI est intéressant parce qu'il donne tout l'historique des significations. Donc, vous voyez que les datations, évidemment, elles sont approximatives. Chaque datation ici correspond à un livre dans lequel, enfin, disons un texte dans lequel on a trouvé une attestation dans ce sens. Donc, on a d'abord le sens de bourgeon. Ensuite, un peu après, vous voyez, 1170-71, le sens de bouton de vêtement, mais finalement, c'est dans une période assez proche. Hein. Et quand même, bien plus tard, la boule qui sert à saisir certains objets, donc comme un bouton de porte ou un bouton d'un tiroir, vous voyez, peut-être qu'à l'origine, c'était plutôt d'ailleurs le bouton des tiroirs dans les meubles. Et enfin, seulement au XVIe siècle, à un moment quand même où la médecine se développe, vous avez le sens de bouton dermatologique, hein, petite tumeur qui se forme sur la peau. Donc, le même mot, au départ, a fini par signifier des choses diverses, mais c'est un seul et même mot. Hein. Donc, d'une certaine façon, pour avocat, vous avez deux mots différents, deux unités lexicales différentes. Tandis que pour bouton, vous avez une unité lexicale qui a des significations différentes. D'accord ? C'est pour ça que dans les dictionnaires, en réalité, j'aurais dû vous montrer une photographie d'une page de dictionnaire sur bouton ou sur avocat. Vous avez obligatoirement, vous savez, les entrées du dictionnaire qui sont en majuscule et en gras. Bon, bah, pour avocat, vous avez deux entrées avocat. Vous avez une première entrée avocat homme de loi, une autre entrée avocat fruit. Mais c'est comme si c'était deux mots différents. Alors que pour bouton, vous allez avoir une seule entrée bouton et puis une liste d'acceptions, hein, c'est-à-dire de significations pour ce même mot.
Ah ben voilà, par exemple, j'avais oublié que j'avais donné ce résumé, parce que dans le TLFI, c'est beaucoup plus détaillé. Hein. Vous avez le sens de biologie, avec en botanique le sens qu'on a vu. Ensuite, par métaphore, vous voyez, le TLFI a choisi de donner cet exemple de Balzac. Personne très jeune d'une extrême fraîcheur offrant des promesses de grande beauté, elle devait vivre, Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus belle des fleurs. Donc vous voyez là, un usage métaphorique, littéraire de bouton au sens de bourgeon. En bouton, hein, là aussi, un emploi métaphorique, le charme de l'indéterminé de ses vies en bouton. C'est clair là que dans ce genre de métaphore, c'est le bouton de fleurs, hein, c'est-à-dire le bourgeon qui va se développer ensuite. Vous avez en deux le sens anatomique, petite saillie habituellement de couleur rougeâtre, etc. Alors, les deux sont reliés dans une rubrique biologie, d'accord ? Biologie avec botanique et anatomie. Et c'est un regroupement thématique qu'on n'est absolument pas obligé d'un dictionnaire à l'autre. Si vous vous amusez à regarder bouton dans des dictionnaires différents, c'est un très bon exemple, vous verrez que les classements de sens sont très différents d'un dictionnaire à l'autre. Dans le Littré, pour vous donner juste un autre exemple, mais je ne crois pas que je l'ai mis là, non. Dans le Littré, les sens sont toujours dans l'ordre chronologique d'apparition. Hein. Donc vous n'aurez pas le sens anatomie en deux, hein, vous l'aurez à la fin. Bon voilà, ensuite habillement, et puis par analogie, le bouton électrique, etc. Alors ça, la polysémie, la description de la polysémie des mots, elle est laissée à l'appréciation des auteurs des dictionnaires. Hein. D'un dictionnaire à l'autre, encore une fois, on a de grandes variations, et il y a toujours plusieurs façons de présenter la polysémie. Évidemment, chaque dictionnaire fait des choix qu'il applique à l'ensemble du livre, hein, enfin du dictionnaire. Alors, on peut se poser la question des différents opérateurs de polysémie. C'est-à-dire que quand on a de la polysémie, j'ai dit, il y a une relation. Il y a une relation à partir d'un sens de base avec d'autres sens. Et ces relations, en réalité, elles sont en nombre assez limité. Là, vous avez, métaphore, on l'a vu avec des vies en bouton. Vous avez l'analogie avec bouton de sonnerie, l'analogie de forme. Alors ça, c'est si on distingue métaphore, analogie. Alors j'ai donné un exemple de métonymie avec blaireau. Pourquoi vous savez, la métonymie, tout le monde sait ce que c'est la métonymie, oui, hein, c'est la partie pour le tout, comme on dit, parfois pour simplifier. Donc le blaireau, pourquoi c'est une métonymie? Parce que dans le dictionnaire, vous avez blaireau qui est donc l'animal, hein, et le blaireau, ici ce qu'on vise, c'est pas pour quand on dit on veut se moquer de quelqu'un, ce blaireau là il a encore raconté, bon, voilà, c'est vrai, c'est pas ce sens-là qu'on vise là, c'est le sens de pinceau, ça aussi je pense que ça ne doit plus être beaucoup utilisé, un pinceau pour mettre du savon à barbe et se raser. Hein. Je ne sais pas qui utilise encore un blaireau à notre époque, mais bon, peut-être que ça existe encore. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Probablement parce qu'à l'origine, ce pinceau il était fait en poil de blaireau. Bon. Donc on l'a appelé le blaireau. Et même quand ça a cessé d'être en poil de blaireau, mais en poil synthétique, je suppose, on a continué de l'appeler le blaireau. Mais donc il y a une relation de métonymie entre le sens de base de blaireau et puis le sens de blaireau, pinceau à barbe, quoi. Pinceau. Les deux autres situations classiques, c'est l'extension de sens et la restriction de sens. Alors, l'extension de sens pour minute, ça va être une minute, normalement, enfin, son sens de base, c'est 60 secondes. Hein. C'est une notion temporelle précise. Mais il y a une extension de sens qui est courante dans l'usage du mot minute, qui est simplement de dire c'est un petit espace de temps. Quand on dit je reviens dans 2 minutes, j'arrive dans 5 minutes, on ne veut pas dire qu'on arrive dans 120 secondes, exactement. Quand on dit 2 minutes, ça veut dire, ou 1 minute, ça veut dire une petite durée, bref.
Donc là, on est passé d'un sens précis à un sens plus général. Inversement, si l'exemple de homme qu'on a vu, où homme peut signifier un être humain en général, ou bien un être humain mâle adulte, ben là c'est une restriction de sens. On a pris le même mot, homme, pour aller vers un sens plus restreint. Panier, je ne me souviens plus trop ce que je visais là comme sens. C'est peut-être simplement pour dire une quantité, un panier de quelque chose, ça peut être une certaine quantité approximative et pas un panier précis. Donc ça, ce sont les opérateurs de polysémie. On n'en a pas tant que ça, hein, et en général, on peut les retrouver assez facilement. Je précise que la polysémie, c'est vraiment quelque chose qui existe dans toutes les langues. C'est absolument inévitable. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet d'économiser du point de vue cognitif, ça permet d'économiser notre stockage en mémoire. Si vous imaginez, si vous preniez chaque mot du dictionnaire, que vous regardez à chaque mot polysémique, qui donc a plusieurs significations, et que pour chacune de ces significations, vous mettiez un mot spécifique. Vous imaginez l'explosion de lexique que ça représenterait? Par exemple, là pour bouton, il faudrait que j'ai un mot différent pour le bouton de fleurs, le bouton dermatologique, le bouton de porte, le bouton de vêtements, etc. Donc, et vous prenez ça, vous faites ça avec tous les mots du français. On ne s'en sort pas. Hein. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc on comprend bien que l'intérêt de la polysémie, c'est qu'on utilise un mot qu'on a déjà en mémoire, dont on a l'usage, et en fait on se fonde sur une espèce d'intuition naturelle, sur le fait que l'être humain, comme je vous le disais tout à l'heure, est un être analogique qui perçoit tout le temps les similarités et qui sait en faire quelque chose. Et on va garder le même mot pour lui donner une autre signification, mais qui est proche des significations déjà disponibles. C'est d'ailleurs ce qu'on a beaucoup fait quand on a créé le vocabulaire de l'informatique. Un bureau d'ordinateur, une corbeille, ça c'est vraiment de la polysémie. Quand vous prenez le mot bureau, il y a le sens du bureau, le meuble. Ensuite, par métonymie, vous avez la pièce, le bureau. D'accord ? Mais par analogie, vous avez le bureau d'ordinateur. Le bureau de l'ordinateur, ce qu'on appelle le bureau, d'ailleurs c'est la même chose en anglais, hein, desktop. Bon. C'est un endroit où vous mettez des documents, mais ça n'a rien à voir avec un bureau matériel. Alors, on aurait pu créer un mot spécial, mais voilà, on a utilisé la polysémie. On peut compliquer un tout petit peu les choses en entrant dans certains problèmes théoriques liés à la polysémie. Ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est qu'il y a deux propriétés pour la polysémie. Il faut d'abord qu'on ait deux sens différents pour un même mot, mais ça c'est commun à l'homonymie et à la polysémie. Et puis ensuite, il faut que ces deux sens, soient reliés entre eux. Ça, c'est ce qui sépare la polysémie de l'homonymie. Mais il y a d'autres situations encore où on a plusieurs sens pour un même mot, mais qui n'entrent pas, qu'on n'a pas intérêt à traiter comme des cas de polysémie. Et pour pouvoir éliminer ces cas qu'on n'a pas envie de faire entrer dans la polysémie, il faut introduire deux propriétés supplémentaires qui sont la non-unifiabilité et la robustesse. Alors, ça, ces deux propriétés, ne sont pas des notions, si vous voulez, qui sont classiques, entrées
qui sont, comment dire, qui ne sont pas des notions instituées, hein, c'est-à-dire on trouve ça dans un article de Kléber et probablement que d'autres linguistes ont réutilisé plus ou moins ponctuellement ces notions, mais on n'a pas du tout affaire avec ces notions-là à quelque chose de comparable au concept de métaphore, de métonymie, de polysémie, d'homonymie, etc. Hein. Ce sont des concepts de travail, mais que je vous montre pour essayer de vous donner un exemple d'une approche un tout petit peu plus approfondie sur un problème précis, la polysémie. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse quand même une petite pause? Je m'étais dit, vu le retard, que j'en ferais pas, mais peut-être on prend 5 minutes parce que je vois que l'attention commence à... Hein, on prend une petite pause de 5 minutes et puis on reprend juste après. Alors, avant de reprendre, juste un tout petit point pour les examens. Donc, les étudiants et étudiantes qui sont soit Erasmus, soit qui prennent la matière, enfin cette matière signification hétérolinguistique en crédit libre, c'est-à-dire ce n'est pas une matière obligatoire, vous n'êtes évalué que sur les travaux dirigés. Donc, moi je ne demande pas forcément à Aglaia-Tricca de mettre des questions du cours magistral dans son évaluation de travaux dirigés. Donc, c'est pour ça que l'assistance au cours magistral est, dans vos cas, laissée à votre libre appréciation. Mais en tout cas, vous êtes évalué uniquement en TD par les contrôles continus dans ce cas-là. Hein. Vous ne passez pas l'examen du mois de janvier comme les autres étudiants. D'accord ? Bien, alors, je reprends donc sur ces deux propriétés de non-unifiabilité et de robustesse. Je rappelle, l'idée ici est de prendre conscience. C'est souvent comme ça en linguistique, on aborde un problème, bon, on fait la distinction homonymie, polysémie, ok, c'est clair. Mais les linguistes continuent à travailler et se rendent compte qu'il y a quand même des situations dans lesquelles d'autres situations que les situations auxquelles on songe a priori quand on parle de polysémie et d'homonymie, d'autres situations dans lesquelles on a un seul signifiant pour deux signifiés et qui n'entrent pas dans ces catégories. Alors, exemple. Le premier exemple, c'est quand vous parlez d'un enfant. Un enfant, ça peut être un garçon, ça peut être un enfant mâle, un enfant femelle, ça peut être un garçon ou une fille. D'accord ? Donc, on pourrait considérer qu'il y a, à partir du mot enfant, il y aurait deux significations. Enfant, garçon, enfant, fille. Bon, mais rien qu'en le décrivant comme ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comparable au cas typique de la polysémie, qui est exemplifié ici par souris. Souris d'ordinateur ou souris, l'animal, le rongeur, etc. Bon. Là, c'est clair que la souris d'ordinateur, c'est une analogie de forme, encore une fois. Pourquoi ? Maintenant, la majorité des souris sont des souris sans fil, donc ça marche un peu moins. Mais à l'origine, hein, vous savez, les souris avaient un fil, donc entre le bloc qu'on tient dans la main de la souris d'ordinateur et puis le fil, ça rappelle le corps de la souris et la queue de la souris. Bon. Donc, ce mot, enfin ce choix de polysémie, là encore, on aurait pu inventer un mot spécial pour cet appareil qu'on tient dans la main. Non, on a choisi souris. C'est quand même assez, c'est à la fois astucieux, assez imprévisible. Je veux dire que on aurait pu choisir toutes sortes d'autres choses. Enfin, je veux dire, l'analogie avec la souris maintenant, l'analogie visuelle avec la souris, elle n'est pas si évidente que ça. Bon, en plus, on a choisi souris, on aurait pu choisir, je ne sais pas, rat, par exemple. Ça aurait pas, ça n'aurait peut-être pas eu autant de succès, je ne sais pas, mais enfin, bref. C'est en tout cas quelque chose qui a été fait en anglais, hein, mouse, et qui a été repris dans les autres langues. On dit souris en français parce qu'on a dit mouse en anglais pour désigner la souris d'ordinateur. Bien.
Dans l'état actuel, on a donc une polysémie avec un opérateur de polysémie qui est l'analogie entre le sens de base de souris, qui est le rongeur, et le sens second, dérivé de ce sens de base, qui est la souris d'ordinateur. Oui. Oui. Du coup, là, les conditions dont vous parlez, c'est des exceptions? Non, alors, ce sont des conditions supplémentaires. Ce qu'on veut dire, c'est que, vous voyez, si je prends seulement ces deux propriétés, que j'ai un mot qui a deux significations, et deuxièmement, que les deux significations doivent avoir un lien entre elles. Bon, ben, ça marche très bien pour souris, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le cas typique de la polysémie. Mais si je prends le mot enfant, ben, j'ai l'impression d'avoir deux mots, un mot qui a deux sens différents, enfant-garçon, enfant-fille, et ces deux sens sont reliés. D'accord? Bien sûr, parce que dans les deux cas, on a quelqu'un de jeune, etc. Mais pourquoi on sent bien intuitivement que c'est autre chose? Alors, c'est là où on va pouvoir faire intervenir une première notion qui est la non-unifiabilité. La non-unifiabilité, ça signifie que les deux acceptions d'un mot polysémique, il peut en avoir plus que deux, mais raisonnons sur deux, les acceptions d'un mot polysémique ne peuvent pas être réunies, rassemblées sous une seule, dans une seule, j'allais dire catégorie, mais dans un seul ensemble. Ça ne peut pas être deux aspects d'une même chose. Bon, par exemple, ici, pour souris, pour enfant, garçon ou fille, évidemment que ce sont le garçon et la fille sont deux sous-ensembles de l'ensemble enfant. Donc là, il y a une unifiabilité. Ces deux significations, ces deux catégories, si vous voulez, là, puisque là on est dans la dimension catégorielle, ces deux catégories, la catégorie de l'enfant garçon, de l'enfant fille, peuvent être subsumées par la catégorie générale de enfant. Donc il y a une unification possible. Mais cette unification n'existe en aucun cas avec souris d'ordinateur et souris rongeur. Il n'y a pas une catégorie générale dans laquelle on va pouvoir mettre souris d'ordinateur et souris rongeur. Ce sont deux catégories non unifiables quand on a de la polysémie. Alors, la même chose, en fait, se décline au plan vériconditionnel, au plan des lectures, au plan sémantique. Alors, vériconditionnel, je donne ici une citation de l'article cité de Kléber. L'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d'une interprétation rassemblant les différentes lectures. Bon, donc, quand on dit « Paul n'a pas d'enfant », c'est faux si Paul a soit un garçon, soit une fille. D'accord ? Si je dis « Paul n'a pas de souris », c'est vrai si Paul a une souris d'ordinateur ou une souris animale. Qu'est-ce qu'on veut dire par cet exemple ? Si vous dites Paul n'a pas de souris, en fait, quand vous affirmez cela, vous pensez forcément soit à l'animal, soit à la souris d'ordinateur. Imaginez que vous parlez de la souris d'ordinateur et que vous voulez dire « Ah ben, il n'a pas de souris, donc il ne peut pas faire ce travail ». Vous ne pouvez pas répondre « Bah si, il a une souris dans une petite cage dans sa chambre ». Ça ne marche pas, parce que, évidemment, comme ce n'est pas du tout la même catégorie, il n'y a pas de possibilité d'une attribution de valeur de vérité générale. Alors que là, quand on dit qu'il n'y a pas d'enfant, ben c'est ni garçon ni fille. Alors que quand on dit qu'il n'y a pas de souris,
ça ne peut pas signifier il a ni un rongeur, ni une souris d'ordinateur. On pense obligatoirement soit à l'une, soit à l'autre. D'accord? C'est ça l'idée. Bon, en cas, l'unifiabilité de lecture, en cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier ces deux lectures. Oui, Paul voudrait un enfant, voilà, ça peut être un garçon, une fille, peu importe. Paul voudrait une souris, il n'y a pas de situation dans lesquelles on pourrait dire c'est soit une souris d'ordinateur, soit l'autre. Non, s'il veut. Bon, donc ça revient. Et puis un dernier cas, l'unifiabilité sémantique. Il n'y a pas un sens général qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Par exemple, quartier, on ne peut pas tout à fait dire que ça veut dire partie de, parce que ça marche avec quartier de viande, quartier d'une ville, quartier des femmes, mais on ne peut pas dire le quartier d'un livre pour dire un morceau de, ou une partie de, ou le quartier d'une symphonie pour dire le morceau d'une symphonie. Donc, ça veut dire que là, on a de la polysémie. Bon. Et il y a un test qui permet de le vérifier, c'est la question de la co-occurrence. Hein. On ne peut pas, quand on prend veau, qui peut signifier la viande de veau ou l'animal de veau, on ne peut pas dire les deux dans la même catégorie. Vous voyez, c'est encore un cas de polysémie. On ne peut pas dire ce veau est rapide et tendre. Hein. Enfin, veau rapide, c'est un peu bizarre, mais c'est l'exemple qui est donné par Kléber dans l'article. Donc, quand on a de la polysémie, on ne peut pas avoir une coordination de ce type-là. Hein. Ça produit ce qu'on appelle un zeugme. Donc, là, évidemment, il y a toutes sortes de complications, parce que c'est comme ça que Kléber développe son idée. Mais l'idée de départ, elle est simple. Hein, c'est l'idée que si on a de la polysémie, on a obligatoirement des catégories non unifiables, c'est-à-dire des catégories distinctes qu'on ne peut pas regrouper sous un seul et même chapeau, si vous voulez, ou sous un seul et même concept. Il y a souris d'ordinateur, souris animale. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que ces deux concepts, ces deux catégories soient rassemblés sous une seule bannière. Hein, vous voyez, bon, ça, c'est la non-unifiabilité. Donc, ça montre que des cas, comme enfant, ne sont pas de la polysémie, mais c'est un sens, qu'on va dire, indéterminé. Alors, maintenant, il y a encore un cas qui a l'air d'être de la polysémie et qu'on va éliminer de la polysémie. C'est, alors l'exemple qui est donné, c'est un exemple classique aussi, ça, qui a été repris dans pas mal d'articles linguistiques. L'omelette est partie sans payer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'omelette est partie sans payer? Ça veut dire, évidemment, il faut imaginer une situation dans un restaurant où un client a mangé une omelette. Évidemment, le serveur du restaurant, il ne connaît pas le nom des clients. Donc, pour savoir de qui il s'agit, on va le désigner par la chose qu'il a mangée. Hein. L'omelette est partie sans payer, c'est-à-dire la personne qui a mangé une omelette est partie sans payer. Bon. Alors, on a bien le mot omelette, dans ce cas-là, qui peut signifier une recette à base d'œufs, etc., et qui peut signifier personne qui a mangé une omelette. D'accord? Donc, apparemment, on a aussi une situation où on a un mot qui a deux significations différentes, mais reliées entre elles. Parce qu'entre la personne qui mange une omelette et l'omelette, il y a quand même un lien. Hein. Oui. Ben oui, bien sûr. Mais à la différence du blaireau, ce n'est pas de la métonymie en langue. Vous n'avez pas, par exemple, à partir de cet exemple, je ne vais pas vérifier, mais c'est à peu près évident que ce n'est pas impossible, vous n'aurez pas dans le dictionnaire, dans omelette, personne qui mange une omelette. Ça, c'est absolument pas possible. Bon. Donc, ça veut dire que c'est en discours qu'on fabrique cette construction. Alors, c'est pour cette raison qu'on parle de la robustesse, qui signifie que les différentes lectures de l'unité lexicale sont propres à l'unité lexicale et ne dépendent pas de différents facteurs. Alors, ça distingue différents cas. Celui qu'on vient de voir, c'est celui de la distinction entre la polysémie lexicale et la polysémie régulière ou systématique.
quand on dit donc l'omelette est partie sans payer, c'est bien de la métonymie. Et évidemment, comme je viens de le dire, le sens de client n'est pas enregistré dans la polysémie de l'unité lexicale. Mais c'est une métonymie qu'on comprend tout de suite. C'est pas original, c'est quelque chose c'est une ressource, si vous voulez, de construction de sens qui est disponible, utilisable par les locuteurs. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de polysémie régulière ou systématique, c'est-à-dire on peut toujours désigner comment dire, on peut toujours désigner un client par la chose qu'il mange ou la chose qu'il boit, par une caractéristique de ce qu'il a commandé. Ou par un vêtement, par exemple. Ça, c'est un grand classique dans les classes. Et vous, le pull bleu, est-ce que vous pouvez vous taire? Bon, voilà, hein, c'est exactement la même chose. C'est une métonymie, on comprend, la personne, c'est pas un pull bleu, mais c'est une personne qui porte un pull bleu, donc on fait une métonymie, encore une fois. Mais c'est de la métonymie régulière, c'est de la métonymie qui est un procédé commun, etc. Alors, il y a un autre cas, en dehors de cette distinction entre polysémie lexicale et polysémie régulière, qui est le cas on l'a vu déjà, des locutions plus ou moins figées. Bon, est-ce que, quand on a cordon bleu, est-ce qu'on peut dire que le sens de cuisinier, ça fait partie de la polysémie de cordon? Ben, évidemment que non. Hein. Ou j'aurais pu prendre un autre exemple peut-être moins radical, mais si on parle par exemple d'un arbre généalogique, est-ce que c'est de la polysémie de arbre? Est-ce que c'est arbre qui a plusieurs sens? Là, j'hésite un peu, parce que je voudrais vérifier dans le dictionnaire, mais j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse dire arbre tout court, c'est-à-dire dans ton arbre, il y a tel ancêtre. Ça me paraît impossible de dire ça. Il faudrait obligatoirement dire dans ton arbre généalogique. Donc c'est une locution, je pense. Hein. Il faudrait, enfin, c'est un figement. Il s'agit d'un métaphore, n'est-ce pas, qui utilise le mot arbre. C'est donc, dans ce cas-là, alors ce serait une métaphore. Si vous dites que c'est une métaphore, vous émettez l'hypothèse qu'il y a de la polysémie. Mais on peut considérer que ça n'est pas de la polysémie, que justement que le sens de l'unité, le sens de l'unité polylexicale, hein, arbre généalogique, il est produit non pas par l'unité lexicale tout seul arbre, parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire la polysémie de arbre, ça marche dans arbre généalogique, arbre ACAM, arbre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, il y a toutes sortes, peut-être. Mais qui sont des locutions figées. Donc, au fond, le sens un peu spécial, il vient du figement. Il ne vient pas de l'unité lexicale toute seule. Vous voyez, c'est ça l'idée, ici. Donc, cordon bleu, on ne peut pas du tout dire que c'est encore plus visible. Hein, on ne peut pas du tout dire que ça fait partie de la polysémie de cordon. Le sens spécial de cordon dans cordon bleu. Parce qu'à la limite, on ne peut pas l'isoler, le sens, parce que là, c'est totalement figé, à la différence de l'arbre généalogique où peut-être on perçoit les deux. Mais là, il faudrait faire des tests hein, pour vérifier si c'est vraiment, à quel degré cette expression est figée. Bon, donc, le cas du figement est distinct du cas de la polysémie. Et ça, c'est donc cette idée que la polysémie est liée à l'unité lexicale elle-même et pas à d'autres facteurs. C'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence ici, le fait que l'unité lexicale est prise dans une unité polylexicale. S'il y a une unité polylexicale, vous ne pouvez plus isoler une unité lexicale qui fait partie de cette unité polylexicale pour dire qu'il y a une polysémie. Hein. Alors évidemment, votre remarque sur arbre généalogique nous rappelle que dans les unités polylexicales, il y a des degrés de figement plus ou moins grands. Alors peut-être que dans certains cas, il y a une hésitation hein, possible entre polysémie et unité polylexicale. Bien, alors
tout ça, c'est quand la source des lectures multiples est quand même l'unité lexicale. Et puis, il y a des cas où on a carrément des lectures diverses qui existent en dehors du... les lectures multiples existent oui, c'est-à-dire là, l'exigence que les lectures multiples existent au niveau de l'unité lexicale hors discours, ça signifie, ça c'est un critère pour qu'on ait de la polysémie, c'est une des formes de ce critère de robustesse, ça signifie que si ça n'est pas le cas, si les lectures multiples viennent d'un emploi discursif spécial, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans la polysémie. Bon, exemple, quand on a des sens figurés, par exemple dans la poésie, hein, Rimbaud, je me suis baigné dans le poème de la mer, l'idée qu'on puisse dire, on peut interpréter l'expression poème de la mer au sens où la mer est un poème. D'accord ? Bon, si vous dites que la mer est un poème, vous avez évidemment, vous déclenchez un sens de mer, mer égale poème, qui est très spécial, qui est lié à ce texte-là. Encore une fois, vous ne trouverez pas dans un dictionnaire poème a le sens de mer chez Rimbaud, par exemple. Hein. On pourrait imaginer comme ça des sortes de dictionnaires des métaphores, mais c'est un peu une vision de l'esprit. Alors, il faut donc distinguer au moins deux niveaux de fonctionnement des figures. D'une part, donc, le niveau de la langue. Donc ça, c'est ce qui est, si vous voulez, pour vous repérer, il y a un repère simple qui est de considérer qu'au niveau de la langue, c'est dans le dictionnaire, c'est inscrit dans le dictionnaire. Hein, métaphore, métonymie, comme opérateur de polysémie. Donc là, si vous voulez, c'est pas du tout de... c'est quelque chose qui est prévu dans l'unité lexicale. Là, on a vraiment de la polysémie. Et puis, dans certains cas, les figures, entre guillemets, fonctionnent au niveau du discours. Donc, soit c'est, entre guillemets, de la polysémie systématique, mais c'est pas vraiment du coup, c'est plus vraiment de la polysémie. C'est le cas de l'omelette est partie sans payer, mais là, il n'y a rien de créatif, puisque c'est quelque chose, c'est un procédé sémantique qu'on peut utiliser dans toutes sortes de situations. Et puis, il y a des cas qui sont créatifs, où on revient sur, vous vous souvenez, la question de la métaphore vive, hein, l'exemple de Rimbaud, là, le poème de la mer, on avait vu chez Ricoeur cette notion de métaphore vive, où, en effet, on peut faire en sorte qu'un terme acquiert un sens tout à fait nouveau. Mais là, du coup, encore une fois, on ne va pas du tout être dans le dictionnaire. Oui. Ah, pas du tout, justement. Oui, oui, c'est ça. La distinction entre le niveau de la langue et le niveau du discours vise justement à rendre compte de cela. En fait, quand on parle de métaphore, on parle quand même de deux choses totalement différentes. Si vous parlez de l'opérateur de polysémie, c'est-à-dire, par exemple, si vous considérez que qu'on a une métaphore ou mettons une analogie hein, dans la souris d'ordinateur. D'accord ? Ça, c'est une analogie qui est stabilisée dans le lexique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez chercher souris dans le dictionnaire, vous allez avoir un sens de appareil pour les ordinateurs, etc. Bon. Mais si vous... Donc ça, c'est inscrit dans le lexique, c'est dans l'unité lexicale. En principe, si vous maîtrisez l'unité lexicale, vous maîtrisez sa polysémie. Bon, après, ça fait partie du long apprentissage des langues, hein, de maîtriser peu à peu toute la richesse polysémique d'une langue. Parfois, on ignore qu'un mot peut signifier certaines choses. Hein. Bon. Mais là, c'est un mot du vocabulaire courant. On est dans une situation complètement différente d'une analogie inventive de quelqu'un qui va faire un rapprochement inattendu entre des choses et qui donc là va être au niveau du discours, pas de la langue, et d'un discours d'un certain type, c'est-à-dire un discours créatif. Hein, parce qu'au niveau du discours, on peut avoir aussi des procédés non créatifs. Oui.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors oui, exactement, hein, la cathéchrèse, c'est typiquement la métaphore morte, donc l'idée que la figure, elle est inscrite dans le lexique. Hein, c'est un terme, mais qu'on utilise, principalement pour parler de métaphores figées, hein, par exemple le pied de la montagne, le pied de table, etc. Mais en réalité, ça vaut pour n'importe quel opérateur de polysémie, aussi bien pour la métonymie que pour l'extension de sens, la restriction de sens, etc. Très bien. Alors, deuxième remarque pour terminer. Là, je vous ai exposé une sorte de théorie de la polysémie qui vient d'un courant de la sémantique qu'on appelle parfois la sémantique référentielle. Et vous l'avez compris, hein, je ne l'ai pas dit d'une manière explicite, mais vous pouvez le déduire en quelque sorte en conclusion. Cette façon de penser la polysémie, elle part toujours d'un sens de base. Il y a un sens de base, et puis il y a des sens ensuite dérivés. D'accord ? Un sens de base, par exemple, pour bouton, on a le sens de base qui est donc le bourgeon, le bouton de fleur. Et puis ensuite, on a des sens dérivés dans la polysémie qui vont être le bouton dermatologique, etc., etc. Pour la souris, on a le sens de base, le rongeur. C'est pas grave. On a le sens de base, le rongeur, et par polysémie, on obtient la souris d'ordinateur, etc., etc. Donc il y a à chaque fois un sens de base et des sens dérivés. Alors il y a des linguistes qui ont tenté une autre approche de la polysémie en considérant qu'il n'y a pas un sens de base et des sens dérivés, mais qu'il y a une sorte de sens extrêmement général, très abstrait, qui vaut pour tous les emplois de l'unité polysémique, de l'unité lexicale polysémique, et qu'il n'y a pas un sens qui est prioritaire par rapport aux autres. Tous les sens sont un peu au même niveau, mais il y a une espèce de sens très très général. Alors, je vous donne un exemple avec, à partir de ce livre de Cadio et Visetti, dans lequel ils disent la chose suivante. Alors, c'est dans un article où ils essaient de définir ce que c'est qu'une boîte. D'accord ? Alors, leur idée, c'est évidemment, on ne va pas partir d'une boîte au sens, avec un sens de base et puis faire des dérivés. On va partir donc de tous les mots, enfin de toutes les unités, de tous les emplois de boîte, qu'il s'agisse d'emplois de boîte comme unité monolexicale ou de boîte dans des unités polylexicales. Donc, une boîte, par exemple, boîte de nuit, boîte d'essieux, boîte aux lettres, etc. Donc, on va prendre tous les sens possibles de boîte et on va essayer de trouver une caractérisation très abstraite qui va, en fonction du contexte, déclencher telle ou telle signification. Alors, on peut lire, si vous voulez, ce passage. Dans les dictionnaires usuels du français, le mot boîte est défini à partir d'une valeur de base correspondant à un prototype matériel ou perceptuel. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, et c'est ce que je pense qui est le plus raisonnable comme approche, hein, a priori. Les très nombreux composés, introduits de manière alternante par des propositions A et de qui ne se conforment pas à ce prototype, par exemple boîte aux lettres. Alors, bon, boîte aux lettres, le prototype au sens de la boîte, ça reste quand même proche. Hein. Après, peut-être que, évidemment, si on imagine des boîtes aux lettres modernes qui n'ont plus du tout une forme de boîte, c'est différent. Mais bref, bon, boîte aux lettres, boîte d'essieux, ça, franchement, je ne vois pas bien à quoi ça ressemble. Boîte de nuit, ça, d'accord, sont décrits sous les rubriques fourre-tout de spécialité, analogie, parfois aussi métaphore. Donc, vous voyez, il y a une espèce de jugement, là, dit que c'est des rubriques fourre-tout, mais ce sont des opérateurs de polysémie. Ce n'est pas fourre-tout. Mais c'est vrai que dans certains cas, on peut hésiter, etc. Bon. Mais c'est une critique, vous voyez, c'est une critique de ce type d'approche. À ce mode de présentation, une approche non dictionnérique, mais de sémantique lexicale, suggère, alors là, quand ils disent non dictionnérique,
l'approche que je vous ai proposée à partir de Kléber, ce n'est pas une approche dictionnérique, mais c'est une approche de sémantique référentielle. Et pas de sémantique intentionnelle, comme c'est indiqué ici. De sémantique lexicale suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou concept formulé en termes exclusivement fonctionnels. Donc, vous voyez, une boîte, dans ce cas-là, le sens général de boîte, ce serait contenir X et produire ou fournir Y. Alors, et là, c'est très très abstrait, et peut-être qu'en effet, tous les sens tous les sens de boîte pourraient être mis sur un pied d'égalité. Donc vous voyez, mettant a priori les quasi innombrables usages du mot sur un pied d'égalité, cette description permet de rendre justice à cette variété et à cette productivité grâce à une mécanique flexible d'ajustement entre l'instruction stéréotypique générique et les contraintes matérielles spécifiques. Autrement dit, pour simplifier, vous avez le mot qui est associé à une espèce d'instruction générale. Et dans son contexte, dans son emploi, etc., cette instruction générale va se colorer d'une certaine façon et le mot va prendre tel ou tel sens spécifique. Alors, bon, évidemment, c'est une approche, c'est très intéressant du point de vue, si vous voulez, de l'imagination scientifique de faire ce type d'approche, mais ça reste quand même une approche assez marginale en sémantique, mais qui n'en est pas moins intéressante et qui mérite sans doute d'être poursuivie. Donc, on verra qu'il y a quelque chose d'un peu comparable dans la perspective guillaumienne, mais qu'on verra plus tard dans l'optique de la sémantique grammaticale. Mais je pense qu'en effet, il y a peut-être un traitement différent entre la sémantique lexicale et la sémantique grammaticale. À mon avis, ce type d'approche est peut-être plus pertinent pour la sémantique grammaticale que pour la sémantique lexicale. Mais bon, voilà, l'important, si vous voulez, c'était juste de vous indiquer une sorte de petit une sorte de contraste entre deux approches théoriques de la polysémie, sachant encore une fois que l'approche que je vous ai présentée au début avec cette idée d'un sens de base et des sens dérivés, c'est quand même l'approche la plus courante de la polysémie. Alors, on va conclure. Sur toute cette partie catégorisation, polysémie, etc. Donc, on a vu que les catégories naturelles, c'est-à-dire les catégories spontanément produites par l'être humain, elles sont organisées d'une façon prototypique et que la catégorisation s'effectue au niveau de base, prioritairement. On a vu que le degré d'appartenance à la catégorie dépend du degré de similarité avec le prototype et que cette opération de catégorisation, c'est un cas particulier d'analogie. C'est une analogie qu'on peut appeler homogène parce qu'en fait, c'est de la similarité entre des choses de même nature, entre des représentations ou entre des significations. Ensuite, les mots dénominatifs, les unités lexicales dénominatives, donc pas les noms propres qui sont à part, mais les unités lexicales dénominatives renvoient à des catégories. La plupart du temps, les mots sont polysémiques. Et la polysémie, on l'a vu, se caractérise à la fois par le fait qu'une unité lexicale a plusieurs sens, etc. etc. Je ne reviens pas. Je vais juste terminer par une dernière remarque. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la polysémie est un moyen d'extension du lexique. On a vu, au lieu d'inventer un mot nouveau, on prend un mot qui existe et on lui donne un sens en plus. Vous voyez, on a le mot souris, on lui donne le sens souris d'ordinateur. Parce que cognitivement, c'est plus facile d'utiliser le mot souris que j'ai déjà et de lui donner un sens en plus que de mémoriser un mot nouveau avec un sens nouveau. D'accord ? Mais en fait, rappelez-vous, quand on a vu le figement, c'est aussi un moyen d'extension du lexique, le figement. Parce que j'utilise des mots déjà connus, mais en fait, c'est dans la combinaison que ça produit un sens différent. Par exemple, j'utilise table et j'utilise ronde pour faire ensemble table ronde, mais ça ne veut pas dire une table qui est ronde, ça veut dire une réunion. Mais il y a un lien entre l'idée de table ronde et l'idée de réunion. Mais c'est un autre procédé. Vous voyez ? Donc on a au moins deux moyens dans les langues pour étendre le lexique sans augmenter trop la charge cognitive. C'est d'une part la polysémie,
donc donner des sens nouveaux à des mots déjà connus. D'autre part, le figement, c'est-à-dire utiliser dans des combinatoires un peu spécifiques des mots déjà connus pour produire des significations nouvelles. Et ça, ce sont vraiment deux moyens très puissants qui sont utilisés dans beaucoup de langues. Voilà, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.